Santé, santé mentale, bien-être émotionnel et histoires humaines. Les mots comptaient, un podcast où l'on soigne tout simplement ce que l'on tait. Bonjour à vous qui suivez la radio Jenna, je suis Délivrance T et c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue encore une fois dans un nouveau numéro du podcast Les mots comptaient. Le podcast où nous parlons de ces choses douloureuses, petites ou grandes, qu'on a l'habitude de passer sous silence. Aujourd'hui, j'accueille une invitée, Madame Zeynab, qui est une survivante du cancer du sein. Comme nous le savons tous, le mois d'octobre est un mois qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Notre invitée va donc nous parler de son vécu avec cette maladie. Alors, si vous nous rejoignez sur la radio Jenna, installez-vous confortablement et restez avec moi pour accueillir notre invitée. Bonjour Madame Zeynab. Bonjour Madame Délivrance. Merci d'avoir accepté de partager votre vécu avec nous aujourd'hui. J'imagine que ce n'est pas forcément facile. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous portez? Oui, je me sens bien. Je remercie. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? Oui, je suis Madame Zeynab Moumouni, juriste et présidente de l'association Femmes sans cancer. Femmes sans cancer, Ouais. D'accord. Donc, vous êtes une survivante, vous avez, entre guillemets, vaincu le cancer du sein. Je n'arrive pas à imaginer les sentiments qui vous animent en pensant à ça, à la guérison. J'imagine de la joie, peut-être du soulagement. Oui, après toute cette péripétie, aujourd'hui, je me sens très fière. Je me sens fière, je me dis que j'ai combattu une maladie très grave. Et là, je me dis qu'il y a la vie devant moi, je vis. Je me donne du plaisir et voilà, la vie continue. Oh là là, c'est une très belle réponse. Ça. Je ne sais pas. En tout cas, je suis contente. Je suis contente pour vous, que vous ayez pu passer à travers toutes ces choses. Vous savez, le cancer, ça m'évoque à moi la possibilité de laisser ses proches et de s'en aller. Ce sont des choses douloureuses parce que personnellement, j'ai eu des expériences assez malheureuses avec le cancer dans mon entourage et tout. Et l'idée d'avoir le cancer, ça me rend, je veux dire, peut-être un peu anxieuse. Et il y a aussi la peur de se dire, je pourrais avoir cette maladie et tout. Pour vous, aujourd'hui, au-delà de toutes les définitions cliniques qu'on peut donner, qu'est-ce que le cancer pour vous? Oui, pour moi, le cancer, c'est une maladie silencieuse qui est à l'intérieur de vous, qui naît et qui évolue silencieusement. Oui. Et lorsque elle commence par se faire sentir, sinon, lorsque vous commencez par la sentir, et là, parfois c'est trop tard. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je définis le cancer. Parce que Elle évolue très silencieusement en vous et lorsque vous la ressentez, c'est que c'est déjà arrivé à un certain niveau. D'accord. Et si vous ne savez pas faire, ça risque d'être fatal pour vous. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de femmes. Oui. Oui, bien sûr, les hommes sont touchés aussi, mais là, nous parlons des femmes. Les hommes, c'est dans une faible proportion. Oui. Donc, c'est arrivé tellement si silencieusement que quand elles s'en rendent compte, c'est... Oui. Et c'est pourquoi une fois qu'elle est diagnostiquée, c'est qu'il faut courir, il faut vite faire parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'elle a commencé. Oui. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec vous. Pas vraiment, c'est aujourd'hui que je le dis. D'accord. On va en parler. Et quand vous pensez à ça, à cette période, vous pensez au cancer et tout, quelle émotion vous ressentez? Je veux dire, pas aujourd'hui où vous êtes une survivante, mais à l'époque, qu'est-ce que vous ressentiez? Oui, c'était la peur. Oui. La peur, c'est-à-dire je me disais que c'était la mort et tout ça. Oui. Voilà, c'est beaucoup de... Plus la peur. Ok, de la peur, effectivement. Comment est-ce que vous avez été diagnostiquée? Est-ce que c'était... Bon, là, vous venez de le dire. J'allais demander est-ce que c'était un contrôle de routine, mais je me rends compte que ça ne pouvait pas être un contrôle de routine. Non. Vous aviez des symptômes et tout. Oui. Comment est-ce que ça a été? Oui, c'était en 2016 où un matin, je me suis réveillée avec un mal au cou. Et puis, bon, je tâtais le cou, mais je ne sais pas pourquoi je suis allée au niveau de la poitrine et j'ai senti une masse. Mais la masse ne m'a pas effrayée, je n'ai pas pensé au cancer. Je suis quand même allée à l'hôpital à cause du mal de cou.
Et ça peut arriver à tout le monde parfois quand on se couche mal et tout ça. Arrivé, j'ai quand même pris soin de dire au médecin que j'avais quelque chose ici. Lui m'a fait l'examen clinique et il m'a demandé de faire un certain nombre d'analyses, dont la mammographie et l'échographie mammaire. Donc, je suis allée faire et les résultats n'étaient pas clairs. On voyait quelque chose. Et le radiologue m'a proposé de me faire une biopsie. Alors, on a anesthésié la partie là. Et ils ont la masse. Et ils ont introduit une grosse aiguille. Ils ont coupé quelques carottes pour analyse. Après quelques semaines, 3 semaines je crois, les résultats sont sortis et j'avais une hyperplasie atypique. Ça aussi, c'est pas clair. On avait dit hyperplasie atypique. Alors, il m'a conseillé de voir un gynécologue. Je suis allée voir un gynécologue que je connaissais. Lui il a repris l'échographie mammaire et il m'a dit que sans me mentir, ce que lui il est en train de voir, ça ressemble beaucoup à un cancer. D'accord. Et voilà. Et là, je lui ai dit, mais un cancer, mais ça veut dire quoi? Il dit, oui, c'est ce qu'il est en train de voir. Mais on va encore pousser les analyses. Et là, ça n'a pas été facile. Donc, je suis sortie. Au lieu de prendre un moyen de déplacement, j'ai marché longtemps pour réfléchir. Le monde, c'est comme si le monde me tombait dessus. Et donc, voilà. Et après, je peux continuer? Bien sûr, allez-y. Voilà. Après, tout de suite, j'ai eu à me confier. D'abord, je l'ai dit à mon époux. D'accord. Et puis, j'ai passé une nuit très, très difficile. Parce que couché, je regardais mon sein et puis c'est comme si j'avais envie de couper ce sein pour jeter. Je me disais que il a le cancer. C'est comme si le sein va me contaminer, moi. C'est-à-dire, j'oubliais que je portais ce sein. Je dis, mais j'ai un cancer. Et quand je pense au mot, ça m'effrayait. J'ai un cancer. Non, c'était ça. Donc, le lendemain, j'ai dit à mon époux que je n'avais pas dormi. Et il m'a rappelé que non, entre-temps, j'ai dormi. Donc, j'ai compris que c'est plutôt lui qui n'avait pas dormi. Oui. Comment il a réagi quand vous lui avez dit oui, j'ai le cancer? Oui, bon, mon mari, c'est quelqu'un qui n'aime pas extérioriser ses sentiments, ses ressentis. Il est introverti, il était silencieux. Mais on sentait qu'il y avait une angoisse. Voilà. Donc, il n'a pas tellement extériorisé ce qu'il ressentait, mais je sentais qu'il souffrait. C'était un truc. Donc, vous n'avez pas dormi cette nuit. Oui. Et vous aviez cette pensée de couper le sein parce que quelque part, vous disiez sûrement que c'est le sein le problème. Oui, voilà. C'est pas moi. J'ai envie. Mais il a le cancer et puis il est collé à moi. Oui. Voilà. Donc, si on le coupe, le problème est réglé. Exactement. Donc, c'est un peu ces pensées de... je comprends pas, vous aviez ces pensées, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y avait des antécédents dans votre famille de cancer du sein? Non, pour moi, c'est les autres, quoi. Je pensais pas du tout à ça. Je pouvais pas avoir le cancer, pourquoi? Donc, ça ne m'a jamais effleuré une seule fois. Mm-hmm. Ouais. Vous avez parlé de l'hyperplasie atypique. Hyperplasie atypique. Hyperplasie atypique, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, je ne suis pas médecin, mais je n'ai fait que reprendre ce qui était sur les résultats. Bon, quand on a dit l'hyperplasie atypique, bon, je pense que c'est quelque chose quand même qui n'est pas très normal. Je crois bien. Voilà. Mais c'est atypique. Donc, il fallait peut-être creuser, voilà. Je demande parce que je me suis dit que peut-être qu'on vous avait donné une certaine explication de ce que c'est. Non, pas vraiment. Je sais que s'il y avait une anomalie, voilà. Maintenant, le traitement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre traitement à partir du moment où le médecin a clairement diagnostiqué cancer du sein? Voilà. Donc d'abord, avant de parler, c'est que pour le moment, c'était pas clair. Ah oui. Alors tout de suite, on m'a conseillé de pas par-ci par-là, on m'a dit tout de suite de ne pas aller à l'hôpital, que sinon je vais. Mes proches, ceux à qui je me suis confiée, que
que le cancer, l'hôpital, jusqu'à preuve de contraire, n'arrive pas à traiter le cancer. Si je vais mourir. Et donc, de me fier aux compléments alimentaires. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir une dame qui vendait des compléments alimentaires. Quand elle a vu, elle dit non, c'est rien, parce que des femmes viennent avec des cancers déjà où c'est ouvert, des plaies, c'est bien. Elle a traité. Donc, elle m'a fait une ordonnance de 500 000. Et je devais prendre ça au bout d'un mois et la masse devait disparaître. Et donc, j'ai pris. Et j'avoue que j'étais contente. Psychologiquement, j'étais déjà guérie. Je me sentais guérie. Oui. Et la nuit, là, j'ai bien dormi et tout ça. J'ai pris les produits. C'était plusieurs produits à la fois. C'est au début du traitement de la dame. Oui, d'accord. Plusieurs produits à la fois, 1 semaine, 2 semaines, puisqu'elle a dit au bout d'1 mois, ça va disparaître. Mais au contraire, je sentais que la masse grossissait plutôt. Bon, et moi, je me suis donné une explication que, en fait, c'est un peu comme pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Donc, le truc, c'est le processus. Oui. Et 4 semaines après, donc 1 mois, rien. Je suis retournée la voir. Elle m'a dit non, qu'en fait, je n'avais pas bien compris les explications. Il fallait prendre l'ordonnance, là, il fallait faire ça 3 fois. Donc, il fallait suivre un traitement sur 3 mois. Oui. Et donc, si j'avais de l'argent, j'allais continuer, mais je n'avais rien, je n'avais pas d'argent. Donc, je suis retournée croiser les bras. Oui. Jusqu'au jour où, un soir, une amie m'a dit, mais non, elle m'a exhortée à aller voir un médecin. Et combien de temps s'est écoulé entre la fin du traitement de la dame et 2 mois. 2 mois. Après ça, j'ai fait encore 1 mois et par hasard, je suis allée chez une amie, elle m'a dit d'aller à l'hôpital. Donc, chose que j'ai faite. Arrivée à l'hôpital, quand le médecin m'a reçue, je tremblais. Je tremblais et le médecin me dit, mais pourquoi je tremble de ne pas... Elle me sentait effrayée que non, que si, même s'il y a un problème, on va... De croire en Dieu, est-ce que je ne crois pas en Dieu? Elle m'a fait, c'est une dame, l'examen clinique. Et puis elle m'a dit non, qu'il faut simplement faire une chirurgie, enlever carrément la masse et puis envoyer pour voir ce que c'est. Donc, on m'a programmé une opération. On m'a fait ce qu'ils appellent une quadrantectomie, c'est-à-dire ils ont enlevé la tumeur plus une grande marge de sécurité. C'est-à-dire, donc, ils ont vraiment pris comme la moitié du sein. Voilà. Et donc, les résultats sont venus et j'avais un cancer grade 3. Grade 3. Oui, c'était déjà... Mais le médecin a su me le dire. Elle m'a dit que les résultats sont venus, ils ne sont pas très, très, très bons. Et je vais suivre un traitement. Et là, j'ai dit à la docteur, ça veut dire que c'est la chimiothérapie, parce qu'on m'avait déjà dit ça. Elle me dit, oui, mais je dis, mais il paraît que c'est la mort, que ça tue. Elle me dit, non, de ne pas écouter les Togolais, qu'ils effraient, que ça va bien se passer. Mais avant ça, on va refaire une autre chirurgie on va faire un curage axillaire. Donc, on m'a reprogrammé une chirurgie. Et au passage, chaque opération, c'était autour de 500 000. On m'a refait une chirurgie, on a enlevé 9 ganglions qu'on a envoyés encore pour analyse. Et de retour, les résultats révélaient sur les 9 ganglions, il y avait un seul qui était métastasé, c'est-à-dire qui était atteint de cellules cancéreuses, mais sans effraction capsulaire, ça veut dire ça ne s'est pas éclaté. Oui, pour contaminer les autres. Voilà, elle a dit à Dieu merci. Pour moi, Dieu merci signifiait, puisque ça ne s'est pas éclaté, donc c'est contenu, on a enlevé ça. Elle me dit Dieu merci, mais elle dit que vous allez suivre un traitement sur 6 mois. Et elle me dit, bon, votre époux, il faut l'appeler parce que c'est un traitement qui coûte cher et tout ça. Et voilà ce qui s'est passé. Elle m'a dit, il faut revenir. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes qui ne reviennent plus. Et quant à vous, vous avez envisagé sur le moment de ne pas retourner à cause de tout ce que vous avez entendu sur la chimio? Tout de suite, d'abord quand elle m'a dit qu'elle veut voir mon époux, à la minute, je suis sortie et je l'ai appelé. Et je l'attendais à l'hôpital. Donc déjà, j'avais la volonté de poursuivre, d'aller encore de l'avant, de suivre le traitement. Il est arrivé et elle nous a entretenus. Elle dit que je suis malade et le traitement sera onéreux et tout ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'elle m'a embrassée.
Et ça, pour elle, elle me faisait du bien. C'était pour me réconforter, mais ça m'a effrayée. La façon dont elle m'a embrassée, je me suis dit que donc ce dont je souffre là, c'est grave. Vous n'avez pas ressenti comme un geste réconfort, mais oui. plutôt... Je me suis dit que ça veut dire que c'est lourd ce qui m'arrive. Parce que c'est pas commun de voir des médecins qui font des câlins aux patients. Oui. Bon, je me suis dit, elle s'est dit courage, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment, combien de temps s'est écoulé avant que vous ne commenciez la chimio? 3 mois. 3 mois? Par choix ou à cause de... Non, l'attente des résultats. L'attente des résultats? Oui, c'est l'attente des résultats. Okay. Parce que quand on fait le truc, la première chirurgie, il faut attendre. J'ai attendu quelques semaines. Après, deuxième chirurgie, il faut attendre. Voilà, c'est l'attente des résultats. Et j'imagine dans quel état émotionnel vous étiez pendant ces 3 mois. Oui. J'étais tendue. Mais la première chirurgie, je n'étais pas trop effrayée. Pour moi, je ne pensais toujours pas au cancer. Voilà, je me suis dit... C'est-à-dire, je suis effrayée, mais après, je me ressaisis. Je me dis non, que c'est pas ça. Oui. C'est peut-être une erreur. Oui, c'est pas ça. Oui. Voilà. Tant que le diagnostic n'est pas clairement posé, ça peut être n'importe quoi. Oui, c'est ça. Oui. Jusqu'au jour où, bon, maintenant, ça, on dit je vais suivre un traitement. Oui. Et là, je me suis dit que, là, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Oui. Je vais vous demander comment le traitement s'est passé, mais avant, est-ce que vous pouvez un peu décrire la consistance de la masse sous vos doigts? Comment c'est quand vous touchez la masse? Comment est-ce que vous le ressentiez? Oui, bon, la masse, quand je la touchais, elle n'était pas ronde. Okay. Elle avait un contour irrégulier. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est pas rond, c'est un contour irrégulier. Et puis, je ne dirais pas que ça fait mal, mais c'est sensible. Quand je touche, c'est un peu comme, quand même, vous sentez quelque chose, comme ça vous tire. D'accord. Voilà, c'était ça. Est-ce que ça avait une consistance, comment dire, un peu gluante? Genre, c'est non. Du tout. Non. C'est solide. Oui, c'était là, ça ne bougeait pas. C'est le haut du sein. Oui, moi c'était au niveau de la poitrine. D'accord. C'est là, ça ne bouge pas, mais c'est plat. C'était plat et puis le contour est un peu élevé, mais c'est quand vous touchez que vous sentez qu'il y a quelque chose là-bas. Ça ne faisait pas mal quand même, mais juste sensible. Du coup, par rapport à ce que vous aviez dit un peu plus tôt, les médecins ne sauraient pas dire depuis combien de temps est-ce que cette masse a commencé à se développer. Non. Elle est juste apparue comme ça. Elle est apparue comme ça. Mais il y a eu quelque chose. Donc, c'était en 2016. Mais en 2002, j'avais fait mon enfant, ma première fille, en 2002. Et j'ai eu un problème à ce sein, au niveau du sein. Ça me faisait mal. Quand l'enfant tète, le sein là me faisait mal. Au point même où je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit des anti-inflammatoires. 5 ans après, en 2007, j'ai fait mon garçon et le sein me faisait très mal, tellement douloureux, au point même où j'ai pris des injections. En 2011, le même sein m'a fait très mal. Je sentais des douleurs au niveau du même sein. Et à 6 mois, l'enfant a cessé de téter. À cause de la douleur. Je ne sais pas si c'est à cause de la douleur ou c'est peut-être à cause du goût. Ah oui, l'enfant lui-même il a cessé il a refusé les seins. Okay. Et ce que je sais aussi, c'est que le mamelon, surtout avec le deuxième enfant, le mamelon n'était plus saillant. D'accord. C'était un peu rentré. Voilà. Et c'est maintenant, avec l'association, que je sais que c'est un signe. Mamelon enfoncé, ça veut dire que ça se rétrécit. C'était un signe, c'était des signes, mais passés sous silence. Je connaissais, c'était l'ignorance. Vous n'étiez pas averti. Non. D'où l'importance que les femmes sachent. Exactement. On leur dise les signes pour que ça puisse les alerter. C'est ça. D'accord. Alors maintenant, vous allez un peu nous parler du traitement, de la chimio, comment c'était, comment ça s'est passé? Oui. D'abord, en fait, le premier traitement, c'est la chirurgie. Oui. La chirurgie, c'est le premier traitement. Et quand on l'a sorti, c'est un amas de graisse. C'est la graisse, en fait.
Moi, ce que j'ai vu, c'est de la graisse. C'était rien de particulier. Oui, pour moi, c'est la graisse. Et je me demande, mais c'est ça le cancer? C'est un amas de graisse. Ok. Voilà. Et après la chirurgie, j'ai attendu 1 mois pour commencer la chimiothérapie. D'accord. Et la chimio, aussi, on m'a effrayée. On m'a dit qu'on va me mettre dans une chambre noire, sombre, que ça ne veut pas, ça n'aime pas la lumière. Et on a vraiment entouré ça de mythes. Et le médecin n'a fait que me prescrire un certain nombre de produits que j'ai cherchés au niveau des pharmacies. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas toutes les pharmacies qui vendaient ces produits. Il fallait même commander. Donc j'en ai commandé. C'était autour de 400 et quelques mille. La cure, on m'avait dit que je devais faire 6 cures, espacées de 21 jours. Donc j'ai acheté et le jour J, avant ça même, on m'a fait un prélèvement, on m'a fait des analyses pour voir, on m'a expliqué que c'était pour voir, puisque la chimio, ça détruit et les cellules cancéreuses et les cellules saines. Et il faut au moins un certain taux au niveau du foie, au niveau des neutrophiles, des globules blancs, un certain taux. Donc on va voir si je suis... Voilà. Donc le jour J, c'était juste, on m'a placé un sérum. Au bout d'1 heure de temps, c'était fini. Et je me suis levée, j'ai dit, mais dis donc, il n'y a rien de sorcier, c'est très simple, c'est tout ça. Non. Rien. Et je suis partie, arrivée à la maison, c'était l'euphorie, j'expliquais, il était temps, je causais. Et 1 heure de temps après, je sentais qu'une fatigue m'envahit, une fatigue extrême. Ensuite, une faiblesse extrême au point où je ne pouvais plus parler. Et c'était des vomissements après. Je vomis, c'est comme si les intestins allaient sortir de moi. C'était terrible. J'avais un malaise, je n'étais pas tranquille, je bougeais sur le lit. Donc j'ai eu ces effets-là jusqu'à pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, ça a cessé. D'accord. Voilà, donc, et j'ai géré tout ça. Après, c'était les plaies dans la bouche, la diarrhée et tout ça. Et voilà. Donc, les symptômes les plus rudes ont duré 24 heures après la première chimio. Oui, ça dure 24 heures. Oui. 3 semaines après, 21 jours après, 21 jours après, oui. je devais renouveler la cure. Puis c'était 6 cures, j'ai encore fait des analyses, on m'a refait la cure. Et tout de suite après, c'est vomissement, tout ça a duré aussi 24 heures. Et voilà, et ça, c'est au bout de 2 semaines que mes cheveux ont commencé par partir. Vous touchez les cheveux comme ça s'arrache. Donc effectivement, la chimio provoque une chute de cheveux. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez commencé à perdre vos cheveux? Oui, en fait, quand j'ai tenu, j'étais avertie. Oui. J'étais avertie. Et le jour où j'ai tenu et puis ça a commencé par s'arracher, là je suis allée tout de suite voir un coiffeur et je lui ai dit de me raser la tête. Oui, c'est ce que j'ai fait. Pour ne pas avoir affronté ce truc de perdre les cheveux petit à petit. Oui, c'est ça. Non, et du coup, vous sortiez avec la tête rasée ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous couvrir la tête? Non, je ne me couvrais pas la tête. Au contraire, j'essayais de me regarder devant le miroir pour voir, par exemple, pour m'habiller, qu'est-ce que je peux porter qui puisse aller avec ma nouvelle coupe, enfin, les boucles d'oreilles, tout ça. Voilà, les accessoires pour être toujours coquette, parce que j'aime être coquette. Voilà, donc c'était ça. Est-ce que les gens dans votre entourage, je veux dire, en dehors de votre famille, est-ce que les gens vous demandaient, est-ce que quelque chose ne va pas? Voilà, moi je n'ai pas caché ma maladie. Je n'ai pas du tout caché dans le quartier. J'avais un club d'amis et tout ça. Toutes les femmes, elles le savaient. Et elles m'ont beaucoup soutenue. Parce que 24 heures après, quand je fais la chimio, 24 heures après, quand ça va mieux, je m'habille et puis je sors. On se retrouvait chez une coiffeuse. Elles sont sur la terrasse. Quand elles me voient venir, elles commencent par applaudir. Oh là là. Ouais. Non, ça me donnait beaucoup, ça me remontait. De la force aussi, elles vous donnaient beaucoup de force. Oui. Ah oui, merci. Dieu merci pour des amis de ce genre. Ouais.
Comment est-ce que à chaque fois, avant d'aller faire une nouvelle chimio, sachant vous êtes déjà passé par là, vous savez ce qui va arriver quand vous allez aller là-bas. Comment est-ce que vous vous prépariez mentalement avant d'aller? Bon, avant d'aller faire une nouvelle chimio, d'abord je faisais aussi des recherches. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas vomir, tout ça, comment faire. Tantôt on dit de ne pas manger, de jeûner et tout ça. Et j'avoue que avant de renouveler, d'aller faire une autre chimio, j'étais très angoissée parce que au fur et à mesure qu'on vous pique vos veines, ça s'éclate. Oui. La chimio détruit les veines. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous on me des pique. ecchymoses. Oui, on cherche les veines. Au point où on les cherche au niveau des pieds, puisque la chimio avait déjà détruit. Et surtout, chez moi, c'était le seul bras, puisque le bras gauche, on avait enlevé les ganglions et il ne fallait pas toucher à ce bras-là. Oui. Donc, c'est ce bras. Et on cherche. Et l'infirmière même me disait qu'à chaque fois que quand je voulais faire une cure de chimio, elle priait pour pouvoir tomber sur une veine. Okay. Voilà. Donc, c'était pas facile. À chaque fois, j'étais angoissée. Et l'infirmière, elle vous a dit, si d'aventure, on ne trouve pas de veine, comment est-ce qu'ils font? Oui. En fait, c'est à la 3e cure qu'un médecin est rentré. Et c'était une dame. Et elle a eu à poser des questions. Et elle a demandé pourquoi on ne me place pas de cathéter. On ne m'a pas placé un cathéter. Normalement, on place un cathéter, on fixe une veine, une grosse veine. Et maintenant, c'est par là qu'on vous fait la chimio sans problème. D'accord. Voilà. Et elle avait recommandé ça, mais sauf que ça n'a pas été fait. On n'a pas fait ça. Donc finalement, quand le médecin en a parlé, ils l'ont fait? Non, on a programmé de le faire, mais finalement, je ne sais pas, on n'a pas fait. Mais on a eu la chance de toujours... on a découvert une grosse veine quelque part par ici où on me faisait la chimio. À chaque fois? Oui. Oui, j'imagine à quel point ça a dû être angoissant. Oui, très. Et j'imagine, à un certain moment, vous vous dites, là, j'en peux plus. Certainement que ces moments sont arrivés. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Oui, bien sûr. Il y a des moments où j'avais envie d'abandonner. Qu'est-ce qui vous a fait continuer? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu et puis certains bouquins. La puissance de la pensée positive de Norman Peale. C'est-à-dire, je lisais la pensée positive, tout ce qui est... Et donc, ça me donnait beaucoup de force. Et dans ma chambre, je m'agenouillais et je priais, je discutais avec Dieu. Je disais à Dieu qu'il va me permettre d'aller jusqu'au bout. Mais malgré ça, parfois, je sombre. Mais je me relève. Donc, c'était ça. Une vraie battante. Ouais. Dieu merci. Et qu'en est-il de vos enfants? Comment est-ce qu'ils réagissaient? Oui. J'imagine qu'ils n'étaient pas très âgés. Oui, à l'époque, ils étaient encore gamins. Mais je lisais, surtout quand je vomissais tout ça, je lisais en eux une souffrance. Mais ils étaient silencieux, ils n'arrivaient pas à parler, ils me regardaient. Les regards étaient des regards de pitié et tout ça. Voilà, c'est ce que je ressentais. Professionnellement, comment est-ce que vous en sortiez à l'époque? Est-ce que vous avez arrêté toute activité professionnelle ou vous avez quand même des petits créneaux de bien-être pour pouvoir faire vos activités professionnelles? Professionnellement parlant, le médecin m'a conseillé de ne pas arrêter. Oh, okay. Oui. Et donc, quand je fais la cure, je gère pendant 1 semaine et les 2 autres semaines, j'allais au boulot. D'accord. Oui, j'allais au boulot, je travaillais normalement. Et donc, c'est quand je fais la cure, je passe 1 semaine, parce qu'1 semaine, c'est un peu atroce, les effets et tout ça. Mais après, je vais. Et puis, il y a des perruques, je portais les perruques, donc on ne voyait pas mon truc. Oui. Donc, je suppose que vos employeurs étaient au courant pour vous laisser 1 semaine. Bien sûr. À chaque fois aussi, on me donnait, comment on dit ça, des papiers à l'hôpital. Oui, pour, comment on dit ça, les dispenses, comment on dit ça à l'hôpital, quand on te fait des repos, repos médical. Exactement, c'est ce que... Et vos collègues, comment est-ce qu'ils réagissaient? Est-ce qu'il y avait de la compassion ou c'est un mot que j'aime pas trop, mais de la pitié, quelque part, quelque chose comme ça chez eux? Bon, par rapport aux collègues, bizarrement, certains n'ont même pas constaté. Oh. Oui.
C'est après, quand j'en parlais, mais c'est ceux qui étaient très proches de moi qui le savaient, c'était de la compassion. Hein. Mais, vu mon état d'esprit, j'étais pas trop à plaindre. Voilà. Parce que beaucoup même venaient, ceux qui l'apprenaient, venaient vers moi, mais à chaque fois, ils disaient, mais dis donc, on pensait venir te réconforter, mais on se rend compte que tu es forte. Limite, c'est vous qui encouragez les autres. Exactement, je tiens. Donc, je ne cachais pas ma maladie, je tenais quand même. Quand bien même que je sombrais de temps en temps. Oui, forcément, des moments, des bas et des hauts. C'est ça. Combien de temps le traitement a duré? Vous aviez dit 6 mois, donc ça a vraiment duré les 6 mois? Non. Le traitement, je l'ai commencé, la chimio, j'ai commencé en mars. Et après la chimio, j'ai fait... c'est pas la chimio, j'ai fait la radiothérapie. D'accord. Donc, après la chimio, j'ai observé 1 mois et puis j'ai fait la radiothérapie à Bamako. D'accord. Et c'est 1 mois de radiothérapie. Et la radiothérapie, ça, c'est des rayons qu'on vous envoie et ça fait 20 minutes chaque jour de lundi à vendredi. Bon, j'ai fait ça j'ai fait 18 séances de radiothérapie. Et quand j'ai fini, nous étions en octobre. Donc, c'est de mars à octobre. Et la radiothérapie n'avait pas des effets comme la chimio? Non. La radiothérapie, je n'ai rien ressenti. Sauf qu'à la fin, j'ai senti le sein la partie c'était noir, sombre. Donc, on sent que c'était des rayons puissants qu'on envoyait, mais je n'ai rien senti. Et tout au long du processus, quand vous étiez en train de suivre le traitement, est-ce que vous sentiez un changement au niveau du sein? Oui. Parce que, vous savez, chez nous, les femmes, il y a un sein qui est plus gros que l'autre. Oui. Il se trouve que mon sein le plus gros, c'est lui qui était malade. Oui. Alors, après le traitement, je me suis rendu compte que le sein n'était pas aussi gros que ça. Donc, c'est la maladie qui l'avait rendu très gros, sans que je ne m'en rende compte. D'accord. Voilà, donc j'ai senti un truc. Et surtout, ce qui était aussi intéressant, c'est que je vous ai parlé de quadrantectomie. On m'a fait une chirurgie, on a enlevé une grande masse, c'est-à-dire la chair, on a beaucoup enlevé. Normalement, le sein devait devenir petit. Mais le médecin a fait une sorte de chirurgie esthétique et le sein n'a pas changé de forme. Oh. Et la cicatrice même, elle est bien, elle n'est pas truc. Et donc, ce qui fait qu'à Bamako, les autres femmes admiraient mon sein. Oui, parce qu'elles, on les a charcutées vraiment. C'était vilain à voir. Et elles se disaient qu'au Togo, on opère bien. Ouais, j'aurais bien aimé avoir un médecin comme le médecin togolais. Oui, c'est ça. Ouais, donc, il y a de quoi être fier. Vous savez, quand on est malade, on a tendance à minimiser l'impact de la maladie sur notre entourage. Et j'imagine, même si votre mari et vos enfants, ils étaient un peu désolés que tout autour de vous, les gens vous soutenaient, il y avait forcément cette charge pour eux mentalement. Est-ce que vous ressentiez l'impact de cela et à un certain moment, vous vous sentiez peut-être obligé de les rassurer par rapport à ça, de leur dire peut-être, vous savez, non, écoutez, je ne vais pas vous quitter ou je ne sais pas, quelque chose comme ça? Non, j'avoue que je n'ai pas ressenti ça. Peut-être que les gens me cachaient le sentiment, surtout mon époux, sûrement qu'il m'a caché ça. Mais je n'ai pas ressenti ça. Voilà, non, du tout. Même auprès, c'est plutôt de l'encouragement. Voilà. Donc, vous ne vous êtes pas senti de les rassurer? Non, je n'ai pas été obligée de rassurer. D'accord. Oui. Maintenant, une fois que le traitement a été terminé, plus ou moins, vous avez fait une radio ou qu'est-ce qui a confirmé, ou une biopsie, c'est une biopsie, ce qui a confirmé le fait que voilà, le cancer, il était en rémission, ou du moins c'est le terme consacré. Oui, c'est-à-dire après, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, vous avez fait la chimio, oui, vous avez fait la radiothérapie. Oui. Quel examen? On a fait un examen, je suppose, pour savoir que tous les ganglions atteints et tout, le mal a été maîtrisé. Ok. Voilà. Non, oui, après le traitement, quand je suis revenue, je suis allée voir le médecin et lui m'a expliqué, c'est une dame, elle m'a expliqué que je devais faire un contrôle continu. Chaque 3 mois, je devais faire un contrôle. Alors, on m'a demandé, c'est une analyse de sang qu'on appelle le CA15-3. C'est lié au cancer du sein.
Donc, on va voir le taux du CA15-3. J'ai fait la mammographie, l'échographie mammaire et tout ça. Donc, il y a un certain nombre d'analyses qu'on fait. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis, bon, c'était correct, c'était normal. Et on m'a donné rendez-vous dans 3 mois, ainsi de suite. Et au bout d'1 an, on m'a fait le scanner. On a regardé tout le corps et tout ça. Et tout allait bien. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et avant d'aller faire le scanner ou pour les rendez-vous, à chaque fois qu'on vous donnait rendez-vous... Ah non, mais ça me faisait peur. Même à chaque 3 mois, j'ai peur. Parce qu'au bout même de 5 ans, quand j'ai bouclé les 5 ans, on m'a dit, bon, maintenant, c'est chaque année. Donc, j'ai fait 1 année après. Quand je suis allée faire, les résultats n'étaient pas bien. Parce que quand j'ai fait, le médecin, on m'a écrit que j'avais des lésions apico-dorsales gauche et puis un nodule apico-dorsal droit. De gros mots. Mais quand j'ai lu ça, j'ai donné le docteur, elle a regardé. J'ai dit, mais docteur, ça veut dire quoi? Qu'elle aussi, elle ne comprend pas. Elle me dit, bon, on va suivre, on va voir et tout ça. Mais je ne sais pas si elle va suivre ce que je suis en train de dire. Mais elle m'a dit, on va suivre, on va attendre 3 mois ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas attendu. C'est-à-dire, à son insu, je suis allée voir un pneumologue. Oui, mais il y a de quoi. Je suis allée voir un pneumologue et je lui ai dit que vraiment, le médecin m'a dit d'attendre 3 mois, mais je n'ai pas le coup, je ne peux pas. Et lui m'a demandé une certaine analyse, un truc à faire. Et ça ne se faisait que, sinon ça ne se fait que au CHU Tocoin. Et je suis allée, arrivée, on a programmé. Et il y avait plusieurs médecins. Et je me suis couchée. On a mis un gros tuyau noir dans mes narines. Et maintenant, on explorait. On cherchait les lésions là pour prendre une partie. À gauche et puis à droite, le nodule. Donc, j'avais souffert, je crachais, je sortais du sang. On dit non, passe par ici, va ici, tant, tout ça. Et j'avoue qu'après cette analyse, j'ai fait 1 mois, j'étais toujours traumatisée. Parce que c'est un truc, on fait rentrer un corps étranger. C'est invasif. Oui. Et donc, on a envoyé ça pour analyse et les résultats, j'étais très angoissée. Qu'est-ce que c'est? Et quand les résultats sont sortis, on me dit non, qu'en fait, c'est des lésions laissées par la radiothérapie. Donc, c'est rien. Le soulagement. À chaque fois, oui. À chaque fois, le niveau de soulagement. Ouais. Donc, en fait, ce que vous dites là, c'est que votre gynéco, jusqu'à maintenant, ne sait pas que vous aviez fait un truc comme ça? C'est pas un gynéco, plutôt l'oncologue. Elle ne sait pas que j'ai fait ça. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Puisque après ça, maintenant, on a fait le truc, elle dit, oh non, c'est rien, tout ça. Elle ne sait pas. Mais je n'avais pas le courage d'attendre. Ouais. Mais finalement, si elle n'était pas au courant, ça veut dire que quand vous êtes retourné la voir, elle a demandé encore ses analyses? Oui, c'est que j'ai attendu, ça a coïncidé 1 an pour faire le... Ah, d'accord, votre contrôle et tout. Voilà, donc ça s'est coulé dedans, elle n'a rien vu. Elle n'a rien compris. D'accord. Comment cette épreuve a changé votre rapport à votre corps? Parce qu'on sait que les seins, c'est une grande partie de la féminité de la femme. Comment est-ce que ça a changé votre regard sur vous-même en tant que femme? Comme je n'ai pas subi l'ablation de seins, ça n'a pas trop changé. Et surtout que normalement, la masse était au niveau de la poitrine. Mais l'oncologue, la chirurgienne, elle a opéré, elle a fait descendre ça. Et ça m'a aussi rassurée. Parce qu'au moment de la chirurgie, elle me disait que non, que c'est ici, mais elle va me faire ça au niveau du sein. Et maintenant, prendre ça de là pour pouvoir laisser le décolleté. Et je me suis dit intérieurement que, donc vraiment, j'ai espoir, je vais vivre. Vous comprenez? Oui, je comprends. Français, je vais vivre. Donc, ça ne m'a pas vraiment... On ne préserve pas le décolleté quand il n'y a pas d'espoir. Voilà, donc il y avait espoir. Voilà, exactement. Donc, ça ne m'a pas vraiment affecté. Le sein est resté sain et tout ça, il est toujours joli et tout. Oh, je suis contente. C'est un bon message d'espoir parce qu'il y a des femmes qui traversent ces moments et qui se disent oui. C'est ça. Si vous pouviez dire un mot à une femme, là, maintenant, qui souffre du cancer du sein
et à son entourage, peut-être le compagnon, la famille, quel serait ce mot? Oui, c'est ce qu'on fait tous les jours. Oui, les femmes nous appellent, oui. elles nous appellent et tout en larmes. Voilà, j'ai tel, tout ça là. Et tout de suite, on lui dit non, de se calmer. C'est rien du tout. C'est pas une fatalité de se battre. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux femmes, je te demande d'abord, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour voir, parce que c'est un traitement qui coûte cher. Et quand tu dis, même quand tu dis que tu ne fais pas grand-chose, je dis, mais il faut que ton entourage, il faut rassurer ton entourage, ton mari, la famille, que tu vas t'en sortir. Donc, à mobiliser les fonds pour ton traitement. Donc, c'est ce que je dis en premier. Voilà. Et au fur et à mesure, je lui dis, on garde le contact et au fur et à mesure, informe-moi de comment se déroule le traitement et au fur et à mesure, on les réconforte. On réconforte beaucoup de femmes. Elles ne font que nous remercier. D'abord, le premier réconfort, c'est d'abord, on les oriente vers des structures. Où est-ce que vous êtes? Dans quel quartier? Ok, donc allez ici. Pour qu'elles n'aillent pas dans des structures peu douteuses. Voilà. Allez voir tel médecin. Après, quand le médecin lui dit, tonton, il dit, bon, faites ceci, faites cela. Et puis, bon, ça se passe bien. Pour la chirurgie, par exemple, on peut leur demander même d'aller à Tikor. Pour celles qui n'ont pas de moyens, Tikor, c'est encore moins cher et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, pour cette femme-là qui traverse l'épreuve, je lui dis que le cancer du sein, ce n'est pas une fatalité. Elle n'a qu'à se battre. Et la première bataille, c'est la tête, c'est le mental. Qu'elle se dise qu'elle va s'en sortir et qu'elle mette les moyens, elle va s'en sortir. Et qu'on exhorte l'entourage, surtout l'époux, si elle est mariée, de la soutenir. C'est très important. Merci beaucoup, Madame Zainab. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de ce podcast. Vous avez vaincu et moi, c'est le message que moi je retiens. Vous êtes une survivante à plus d'un titre. Et pour les personnes qui nous écoutent, écoutez le message de Madame Zainab, le message qu'elle vient de transmettre. Vous pouvez y arriver. Ce n'est pas une fatalité. Si vous avez le cancer du sein, ce n'est pas une fatalité. Vous devez être disposée, être prête à combattre, mais ce n'est pas une fatalité et vous allez y arriver. Et Madame Zainab, ici présente, est la preuve qu'on peut y arriver. Merci à tous d'avoir été avec nous durant ce numéro. Je vous remercie vraiment. Si vous avez apprécié cet épisode, parlez-en à quelqu'un. Peut-être quelqu'un a besoin de cet espoir, en train de traverser peut-être l'épreuve du cancer du sein, voire une autre épreuve. Donc parlez-en autour de vous et retrouvez-le sur la chaîne YouTube de la Radio Djena. Si vous aussi vous voulez dire à voix haute cette chose qui vous fait vous sentir mal et soigner vos maux, ou si vous voulez partager comment vous vous en êtes sorti, contactez la Radio Djena sur le +228 90 13 89 94 et parlons-en dans les mots comptés. Je vous le dis encore une fois, la santé n'a pas de prix. Alors prenez soin de votre santé physique, mais aussi de votre santé mentale. Prenez du temps pour vous et uniquement pour vous. Retrouvez-moi les premiers et les derniers jeudis du mois à partir de 10h sur la Radio Djena pour d'autres numéros du podcast Les mots comptés pour qu'ensemble nous puissions soigner ces douleurs qu'on passe sous silence. Chers amis, je suis Délivrance T et je vous dis à très vite.